FM. La Générale. La Générale. Dans les titres de cette édition, la canne blanche, symbole de la cécité et de la malvoyance, est célébrée ce 15 octobre. À l'instar de chaque année, la journée vise à sensibiliser le public aux lois relatives à la sécurité routière concernant l'utilisation de cet outil. On s'intéresse dans ce journal à son importance et son usage. Pendant ce temps, ça grogne dans le rang des abonnés des réseaux GSM au Bénin. Le processus d'enregistrement des SIM lancés par les opérateurs fait craindre des risques de sécurité. Une pièce d'identité est utilisée pour enregistrer plusieurs SIM à l'instar des propriétaires de la pièce. On en parle avec beaucoup plus de détails dans ce 19h. Et puis, un accident de la route vient de se produire en face de la direction départementale de la police républicaine du Borgou. Une voiture et une moto entrées en collision ont causé d'énormes dégâts, mais pas de pertes en vies humaines. À suivre dans ce 19h, le récit des faits avec un témoin rencontré. À suivre aussi bien d'autres actualités. L'information sportive avec la rencontre qui a opposé le Bénin au Rwanda 2-1. La page Afrique et à la boucle. La revue de presse nationale, c'est la charpente de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Générale de l'information. La Générale. Geoffroy Tolly assure la mise en onde de l'édition. En titre, je l'annonçais, plusieurs dégâts enregistrés mais pas de pertes en vies humaines. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu dans l'après-midi de ce mardi à Parakou en face de la direction départementale de la police républicaine. L'accident a impliqué un véhicule de couleur grise entré en collision avec une moto qui venait en sens inverse. D'après les témoins rencontrés sur place, le véhicule en provenance de la pharmacie Trois Banques et en direction du marché Azéké était à vive allure et n'a donc pas réussi à éviter les deux dames qui étaient sur la moto de marque Aoudjou. Hospice Yabi, un témoin rencontré sur les lieux, relate les faits. C'est un véhicule de couleur gris. BU que je mettais le numéro, qui a quitté vers la pharmacie Trois Banques, donc qui se dirigeait vers le grand marché Azéké. Maintenant, il y a deux dames qui se sont remorquées sur une moto à Aoudjou, qui ont quitté vers EcoBank, sens interdit. Ils voulaient tourner pour aller vers le portail de la police républicaine, où je ne connais pas la direction. Donc le véhicule qui venait de pharmacie Trois Banques, il venait, il klaxonnait, il freinait. Il s'est cherché, ce qui est arrivé, il a percuté les deux dames par devant. Est-ce que le véhicule n'est pas en excès de vitesse? Je ne pourrais pas trop le dire, mais il paraît que le véhicule était un peu en vitesse. Il était un peu en vitesse, donc il ne pourrait pas dévier. S'il déviait, il va percuter les boutiques qui sont à côté, donc il ne peut pas faire autrement et lui-même aussi ne peut pas dire qu'il va dévier de notre côté vers la police républicaine à sa gauche. Il risque de monter sur les trottoirs et faire des tonneaux. Donc il est obligé de continuer tout droit et percuter les femmes. Aussitôt après l'accident, la police républicaine, comme de coutume, est allée faire le constat d'usage. Les accidents pour cause de vitesse ou circulation en sens interdit sont récurrents sur nos axes routiers. C'est pourquoi Hospice Yobi appelle encore une fois les usagers à la prudence. On l'écoute. Les dégâts matériels qu'on peut enregistrer, il y a le pare-choc du véhicule et le vitre de devant et le capot qui ont eu des chocs et en plus la moto Aoudjou est un peu brisée comme c'est les motos à placer, si vous le savez. Oui, ça a aussi des chocs. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et la police aussitôt, comme c'est devant le commissariat de la police républicaine, aussitôt le commandant est déjà sur les lieux. Moi, je demande beaucoup à toute personne qui est sur un moyen de déplacement de faire beaucoup attention au sens interdit. C'est ça qui a créé la situation, au sens interdit. Tout carrefour, le feu, vraiment qui respecte les feux et qui respecte la circulation. L'État nous a dit bel et bien faire les voies, mais j'ai vu qu'il y a de l'incivisme sur la voie.
La communauté internationale célèbre la journée de la canne blanche. Célébrée chaque 15 octobre de l'année, cette journée vise à sensibiliser le plus grand public aux lois relatives à la sécurité routière concernant l'utilisation de la canne blanche. Malgré les progrès technologiques, la canne blanche continue d'être un outil essentiel pour des millions de personnes malvoyantes ou aveugles pour pouvoir se déplacer de manière autonome et en toute sécurité. Selon Alexis Botton, directeur du Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou, la canne blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. On l'écoute. Bâton en question, c'est justement la canne blanche. Et la canne blanche est par excellence le symbole de la cécité, reconnu dans le monde entier. Et lorsque une personne se déplace et est en mobilité avec la canne blanche, cela signifie d'abord que c'est une personne handicapée de la vue et que nous devons prêter attention à la présence de cette personne-là dans la rue. Et que, au besoin, nous devons pouvoir l'aider, l'orienter et lui prêter notre assistance pour l'aider à éviter les dangers éventuels auxquels il pourrait être confronté. C'est vrai, la canne permet d'éviter les obstacles qui sont au sol, les obstacles qui sont dans l'air, les autres obstacles que la canne ne peut pas identifier. Ce n'est qu'à nous qui les voyons, qu'il revient de pouvoir les aider à traverser par exemple les voies, à ne pas tomber dans de l'eau, bien suite à une pluie. Toute personne atteinte d'une déficience visuelle devrait utiliser une canne blanche pour ses déplacements quotidiens selon les spécialistes. Mais le constat sur le terrain est que ces personnes n'aiment pas utiliser la canne. Selon Alexis Botton, ce comportement s'explique par le regard de la société sur ces personnes. On écoute pour plus de précision le directeur du CPSA Parakou. En réalité, toutes les personnes aveugles ou malvoyantes sont invitées à utiliser la canne blanche. Mais il se fait que dans notre pays, pour ne pas dire même dans notre centre ici, les apprenants et même le personnel déficient visuel ne l'utilisent pas régulièrement. D'abord parce que pour certains, c'est comme si vous êtes en train de vous afficher comme une personne qui porte une certaine déficience, notamment la déficience visuelle. Et pour eux, c'est un peu comme une certaine infériorité que l'on affiche par rapport aux autres. Et ça fait qu'ils ne le portent pas. Alors que il faut d'abord accepter sa condition de personne handicapée de la vue afin de pouvoir surmonter, traverser cette période, pouvoir vivre avec parce que c'est un handicap et le handicap, lorsqu'il n'est pas réparable, vous le portez à vie. Donc, il vaut mieux vivre avec et s'affirmer tel quel au lieu de tenter de passer à côté pour parfois même tomber dans des situations qui peuvent vous être préjudiciables. Et j'en viens à cette information des dysfonctionnements dans le processus d'enregistrement des cartes SIM au niveau des réseaux GSM au Bénin. C'est le constat fait par plusieurs abonnés qui tirent la sonnette d'alarme. En effet, les abonnés observent qu'une pièce d'identité est utilisée pour enregistrer plusieurs SIM à l'instar du propriétaire de la pièce. La pratique émane généralement des agents de ces réseaux GSM. Les SIM enregistrés sont ensuite vendus à d'autres personnes avec tous les risques pour la personne dont l'identité est sur la carte SIM. Sylvain Viahondé est le président de l'association des marchands Mobile Money du Borgou. Il reconnaît l'existence de cette pratique. Malheureusement, ce sont des agents qui sont commis normalement pour la vente des cartes SIM qui commettent ces forfaits. Ce sont des forfaits qui sont commis dans un passé récent, avant l'avènement de la mise à jour des SIM. Et donc, c'est même le processus de mise à jour de SIM qui a permis maintenant de déceler ces failles. Lorsque vous allez, par exemple, acheter une SIM, l'agent vous vend normalement votre SIM et utilise votre pièce d'identité pour vendre également, pour activer également d'autres SIM qu'il ne vous remet pas, mais qu'il garde, quitte à revendre ces SIM à des personnes qui n'ont pas une pièce d'identité valide ou à des étrangers qui viennent pour un séjour, un court séjour et qui ne peuvent pas s'acheter une SIM mais qui ont besoin d'une SIM. Et ils revendaient ces SIM-là, parfois chères. Alors, en faisant comme ça, vous, au nom duquel la SIM est achetée, vous courez un risque lorsque, par exemple, la SIM commet un forfait et qu'on retrace pour savoir à qui appartenait cette SIM, on dira que c'est vous alors que vous n'êtes pas le réel coupable. C'est vraiment pas bien.
Mais que faire lorsque l'on constate que son identité se retrouve sur plusieurs cartes SIM? Le président de l'ASMO du Borgo recommande de se rendre à la direction du réseau GSM concerné afin de corriger bien entendu l'irrégularité. Sylvain Villaroundé qu'on écoute. Lorsque vous découvrez cela, il faudra vite faire pour pouvoir supprimer ces numéros qui sont en vos noms et que vous ne reconnaissez pas. D'abord, pour identifier les numéros qui sont en vos noms et que vous ne reconnaissez pas, avec les opérateurs GSM, il y a déjà MTN qui a une syntaxe étoile 124 étoile 3 dièse et vous recevez un message qui vous liste tous les numéros qui sont en votre nom et vous regardez dans la liste les numéros que vous ne reconnaissez pas avoir acheté vous-même, vous les listez et puis vous rendez dans une agence de MTN plus proche de votre maison et vous signalez ces numéros en présentant votre pièce d'identité et le processus de suppression de ces numéros sera donc déclenché. Quant aux autres réseaux, aux autres opérateurs Move, Celtis, la syntaxe est en cours de développement, mais pour le moment, vous pouvez vous rendre à l'agence directement et demander à ce qu'on vous vérifie tous les numéros qui sont en votre nom et dès que vous remarquez qu'il y a des numéros que vous ne reconnaissez pas, vous demandez tout simplement la suppression de ces numéros. En plus bref à présent, pour poursuivre cette édition, le coordinateur du mouvement de soutien à Olivier Bokor, interpellé par les agents du Centre national des investigations numériques le 7 octobre dernier, est déposé en prison. Osé Rouimbo a été incarcéré ce lundi 14 octobre 2024 après sa présentation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est accusé d'incitation à la rébellion et de harcèlement par voie électronique. On va marquer une courte pause avant la suite de cette édition. La Générale. Véritable casse-tête pour les conducteurs de taxi interurbains habitués du trajet Parakou-Djougou. Pour cause, le pont situé à Ouessi, dans l'arrondissement de Sanson, commune de Tchaourou, est dans un état de dégradation. Une situation très compliquée pour les conducteurs, surtout ceux du parc CNCB d'Albarika, situé dans le premier arrondissement de Parakou. Ces derniers éprouvent de nombreuses difficultés quant à la traversée au niveau de ce pont. Suivez quelques réactions à travers ce reportage signé Akilas Tako. La route est dégradée d'un côté. En venant de Djougou, c'est côté droit. Et quand tu quittes Parakou pour Djougou, c'est côté gauche. Tu attends d'abord, l'autre passe avant que tu ne passes. Difficile pour les conducteurs de taxi interurbains de Parakou de circuler librement sur l'as Parakou-Djougou. Pour cause, le pont de Ouessi à Sanson est dans un état de dégradation avancée suite à une forte pluie qui s'est abattue dans cette localité. Une situation qui constitue un véritable casse-tête pour les conducteurs de taxi qui font le voyage sur ce tas routier. Hassan, un conducteur habitué de ce tas, confirme. La situation est que vraiment, tel que ça est là, si les autorités n'interviennent pas vite, parce que la nuit, souvent, peut-être ça peut causer de graves accidents, parce qu'il n'y a que le sens unique qui reste. Donc c'est entre nous les chauffeurs et les conducteurs de moto qui s'entendent. On peut dire c'est la pluie et encore, il y a aussi la société qui a bitumé la voie là, peut-être il y a certaines choses qui n'a pas pu faire. Le goudron là n'a pas été bien fait à ce niveau-là. Sinon, s'ils avaient pris les mesures, l'eau n'allait pas dégrader la voie là. Emmanuel Sidi, un autre conducteur renchérit en évoquant d'autres difficultés qu'il rencontre sur ce tas routier lors des voyages. Quelqu'un qui n'a pas les nouvelles de ce pont-là, il risque de créer autre chose sur la voie. Ce qu'on peut dire que l'eau a pris une partie là, que vraiment si jamais l'homme n'est pas au courant de ça, il risque de rentrer dedans avec ses passagers. Surtout quand tu quittes vers Djougou. Or, avec nos chauffeurs de maintenant là, il y a trop de nouveaux chauffeurs qui filent sans faire attention. Et il y a même une partie avant Kika, disons que la voie a même gâté là-bas. Vraiment, en ce qui concerne les dos dans là, si vraiment on peut nous revoir les dos dans là, que c'est trop. Les dos dans là, ça rend nos véhicules même gâtés d'abord. Et que nous-mêmes en question, c'est trop. Les dos dans là sont trop hauts. C'est trop et le nombre aussi est trop. En ce qui concerne la voie du Djougou, Parakou, 84 dos dans, c'est trop. Au lieu de 1h30, là on va faire 4 heures de temps. Si par exemple tu as gardé un malade ou bien tu as une urgence, tu ne peux pas rattraper. Sabi Gadobio Dabo, chef de l'arrondissement de Sanson dans la commune de Tchaourou, affirme que cette dégradation est survenue après un débordement du fleuve causé par la pluie. Une situation qui a entraîné l'affaissement du pont
ponts, précise-t-il. D'après l'autorité locale, des dispositions ont été prises pour éviter des situations dramatiques. Les éléments de la police républicaine ont été mobilisés sur place pour réguler la circulation. Il y a des mesures de signalisation qui sont faites là. Il y a le commissariat qui a dégagé des éléments qui régulent la circulation à ce niveau. Il faut que les usagers aient l'aimabilité de respecter les consignes qu'on va leur donner. C'est le lieu de lancer un appel vibrant à l'endroit de l'État central parce que cette voie, c'est une voie inter-État et si rien n'est fait d'ici à là, la circulation risque d'être interrompue. Il exige que des dispositions idoines soient prises par l'État central pour que nous ne soyons pas mis devant le fait accompli et que nous ne soyons pas mis devant une situation malheureuse d'ici à là. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le niveau où la destruction de l'œuvre du pont est là, il urge que des dispositions soient prises pour voir comment régler cette situation. C'est cette population qui passe par là, surtout les petits-enfants qui sortent de l'école de Sébou pour aller vers leur village et qui passent par ce pont. Voilà pourquoi vraiment nous réitérons encore notre cri d'alarme. Face à cette situation, conducteurs de taxis interurbains et usagers de cette route exhortent les autorités à leur venir en aide afin que la traversée ne soit pas totalement impossible. Message entendu, merci à vous Akila Stako pour ce reportage. Fini l'importation des œufs de table et poulets congelés à compter du 31 décembre 2024. C'est une décision prise par le gouvernement du président Patrice Talon et qui vise à renforcer la filière avicole locale. À moins de 3 mois de l'entrée en vigueur de cette décision, les acteurs de la filière s'apprêtent pour respecter les nouvelles exigences qui vont découler de cette initiative. Selon Israël Doko, conseiller en élevage, des séances de recyclage au niveau des éleveurs, la réfection des fermes et autres activités de recyclage sont actuellement en cours. Il précise aussi que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche joue sa partition pour une transition réussie dans ce secteur. Plus de précisions à travers cet extrait de ses propos. Je pense que les préparatifs vont bon train sur le terrain et au niveau du gouvernement, ça se répète chaque fois. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministre Dossoui, l'a répété lors de son passage sur les antennes de l'ORTB pour les 8 ans d'action du gouvernement. En 2024, les vannes seront fermées. Fin 2024, début 2025. On a cette assurance que le politique est en train de jouer son rôle. Parce qu'il s'agit de ça. Il faut que le secteur soit assaini, que le marché soit présent, et ça c'est le rôle du politique. On est rassuré que cela se fera. Alors du côté des éleveurs, les acteurs même, les préparatifs évoluent également, qui pour remettre sur pied les fermes, qui pour se faire former, se faire recycler, pour être aptes à produire les poules de chair. Du côté des organisations professionnelles aussi, et le remue-ménage, tout le monde se prépare activement pour booster la production de poulets de chair et suppléer à l'arrêt des importations de poulets congelés en République du Bénin. Selon plusieurs rapports, le Bénin se positionne comme le second plus gros importateur des produits congelés en Afrique de l'Ouest, derrière le Ghana avec 135 tonnes contre 400 000 tonnes. La facture de ces importations reste énorme et à la question de savoir si la production locale pourra couvrir le besoin du marché béninois, voici la réponse de Israël Doko. Il est consultant en élevage. Oui, je pense qu'on va tenir parce qu'il s'agit d'un animal à cycle court. Le poulet de chair, c'est 6 semaines. Donc, ça va très vite. Je pense que par rapport au chronogramme, on n'est pas encore en retard. Ça, c'est par rapport à l'animal. Et maintenant, par rapport à la logistique tout autour, les couvoirs qui doivent fournir les poussins d'un jour sont en train d'être finalisés. Les bâtiments sont montés. Les reproducteurs sont en cours d'acquisition. Et la logistique par rapport au camion frigorifique qui doit distribuer ces poussins au niveau des fermes d'élevage, tout ça est pratiquement prêt déjà. Les provenderies qui doivent servir l'aliment, ça existait déjà. Il suffit juste de faire quelques réaménagements par rapport à l'alimentation des poulets de chair. Ils sont en train et nous savons, les poulets c'est le maïs, c'est le soja. Nous sommes un pays producteur de maïs et de soja. Il y a cette disponibilité-là. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. On va tenir dans les temps et les aviculteurs également sont en train de se faire former, comme je viens de le dire. Donc tout le monde s'active.
Et voilà l'instant où on parle sport dans ce journal. Je suis avec Jacques Degbé. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Ulrich Chabalo. Éliminatoire Cannes 2025, eh bien, le Bénin battu par le Rwanda. Oui, le Bénin brille son premier joker dans les éliminatoires de la Cannes 2025, alors qu'une victoire permettrait de se mettre en position confortable pour la qualif. Les Guépards se sont inclinés 2-1 face au Rwanda ce mardi au stade Amahoro de Kigali. Match comptant pour la 4e journée de ces éliminatoires. Andreas Ntondi avait pourtant ouvert le score pour le 11 national à la 42e minute, mais à force de reculer, les Guépards se sont écroulés en l'espace d'à peine 2 minutes. Égalisation à la 70e minute des Amavoubi qui obtiennent juste après un penalty transformé à la 75e minute. Les hommes de Guénotros se sabordent donc, mais la petite bonne nouvelle est que le Bénin reste deuxième du groupe D avec 6 points, mais relance complètement le Rwanda qui totalise désormais 5 points et qui est 3e au classement. Rendez-vous en novembre pour les 2 dernières journées de ces éliminatoires de cette campagne qualificative. Le Bénin recevra le Nigeria avant de jouer la Libye à l'extérieur. Et décidément, il faut jamais, au grand jamais, commencer par jubiler avec ces Guépards. Cannes 2025, on en parle toujours, Jacques Degbé, les tenants du titre qualifiés. Même battu par la Sierra Leone, 1-0 ce mardi suite à un but de Bakayoko à la 85e minute. La Côte d'Ivoire a assuré sa participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, profitant de la victoire de la Zambie au Tchad 1-0 plus tôt dans la soirée. Les éléphants, champions en titre, sont sûrs de terminer à l'une des 2 premières places du groupe G. On les verra donc au Maroc en décembre 2025 et janvier 2026. Dans le même temps, dans le groupe F, l'Angola, vainqueur du Niger 1-0 grâce à Zini à la première minute, s'est aussi qualifié, tout comme l'Égypte dans le groupe C après son succès en Mauritanie 0 suite à une réalisation d'Abdel à la 85e minute de jeu. Voilà. Merci Jacques Degbé, c'était l'information sportive. Après vous, les nouvelles du continent. Page Afrique dans ce 19h avec vous. Sibelle, bonsoir. Bonsoir. Le Tchad, on démarre avec nouveau remaniement ministériel. J'y arrive. De nouvelles têtes intègrent le gouvernement tchadien. 2 nouveaux membres ont rejoint le gouvernement tchadien. Il s'agit du général Ali Ahmad, nommé ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, succédant Mahamad Chafaddine Magui Hassan Bakit. Djamous, quant à lui, devient ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable en remplaçant Idriss Salet Bachar, récemment promu directeur de cabinet civil à la présidence. Ce remaniement ministériel a été effectué par le président tchadien Mahamad Idriss Déby ce samedi 12 octobre. Tunisie, pour poursuivre, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme préoccupé par les emprisonnements d'adversaires politiques. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est déclaré préoccupé par les arrestations et condamnations d'opposants politiques en Tunisie. Dans une déclaration faite ce 15 octobre, l'institution rappelle que plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 6 octobre 2024 ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Sibelle Lessotan, Migan, merci pour cette page Afrique bien présentée. On va poursuivre cette fois avec la revue de presse nationale. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette revue de presse. Depuis quelques semaines, des braquages sont enregistrés dans certaines localités du Bénin avec à la clé un bilan macabre. Le matinal en parle ce matin et précise que c'est une situation qui crée la psychose au sein des populations et fait craindre le retour de l'hydre de l'insécurité. Dans l'après-midi du vendredi 11 octobre 2024, 2 corps sans vie ont été retrouvés dans une brousse à Fakom dans la commune de Dobo et cette découverte funeste intervient seulement quelques jours après
celle faite par les populations de Bonou le lundi 7 octobre 2024. Des corps sans vie de 3 personnes abandonnées au bord d'une voie rappellent la publication. Toujours dans le courant de ce mois d'octobre, après la découverte de 3 corps dans la commune d'Adjawere le jeudi 3 octobre 2024, 3 autres corps en état de décomposition ont été retrouvés dans un buisson au quartier Kanglo à Adjoung le samedi 5 octobre 2024. Le drame de trop qui vient allonger ce décompte macabre est l'exécution inhumaine dans la nuit du dimanche 13 octobre 2024 dans la localité d'Itakwako située dans la commune d'Ifaï, département du Plateau, du sieur Sessounou Bena Agnou, chef de 10 villages dont la moto a été emportée par les malfrats après l'avoir froidement abattu. Cette liste d'actes horribles perpétrés par les hors-la-loi dans le seul mois d'octobre selon le journal remet sur le tapis l'épineuse question de la sécurité des personnes et des biens. Et loin d'être exhaustive, cette liste est illustrative de drames que font subir aux paisibles populations presque quasiment quotidiennement les individus sans foi ni loi abonnés au mal et à la terreur qui ont entrepris de perturber la quiétude des citoyens qui, entre autres privilèges, ont droit à la sécurité pour vaquer sereinement à leurs activités et contribuer au développement du pays, conclut la publication. Et dans la suite de cette revue, Fraternité fait savoir que pour la période en revue et pour toutes les matières confondues, 27 468 affaires ont été traitées au niveau des 6 tribunaux de première instance relevant du ressort de la Cour d'appel de Cotonou, avec 16 452 dossiers vidés, soit un taux de 59,89%. 1406 dossiers ont fait l'objet de recours en appel, soit un taux de 59,89%. 1406 dossiers ont fait l'objet de recours en appel, soit un taux d'appel de 8,54%, tel présenté par le premier président de la Cour d'appel de Cotonou, Alexis Tagboton Metaou, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour d'appel tenue le 11 octobre 2024. Fraternité mentionne par ailleurs que le contentieux administratif ne se porte pas bien dans le ressort et surtout au niveau des tribunaux où les dossiers sont entassés pendant des années en attente des mémoires. Pour plus de 500 dossiers enroulés au cours de l'année, seuls 8 ont été vidés au tribunal de Cotonou et la situation est la même dans les autres juridictions du ressort, mais dans une faible proportion, fait remarquer la publication. Et plus loin, Éveil Info s'intéresse à la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger et pense qu'elle semble être dans une phase décisive. Après plus d'1 an de crise entre les deux pays, les choses semblent bouger du bon côté en ce qui concerne la décrispation de cette tension et ainsi, même si les frontières terrestres restent fermées entre les deux pays, le Bénin et le Niger commencent par se mettre d'accord sur un certain nombre de points. C'est ce qui justifie, selon le même journal, l'annonce de la nomination d'un nouvel ambassadeur du Niger au Bénin. Une action qui fait suite à l'installation de l'ambassadeur du Bénin dans le pays, mais si toutes ces actions sont menées et semblent prouver la bonne foi des deux pays, pourquoi les frontières terrestres restent-elles toujours fermées, se demande le journal qui précise qu'il s'agit là d'une situation à laquelle il est difficile de trouver de réponse. Comment expliquer donc ce regain de la revitalisation des relations diplomatiques au détriment de celles commerciales? Bien malin qui pourra répondre à cette question, mais en tout cas jusqu'à une solution définitive selon le journal, les populations des deux pays restent les seules victimes de cette situation qui a déjà longtemps duré. Parlons sport dans cette revue avec Éveil Info, le matinal Fraternité et bien d'autres publications qui précisent qu'après la victoire du Bénin face au Rwanda, ce mardi 15 octobre 2024, le Bénin se rendra à Kigali pour affronter à nouveau ce même adversaire dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires. Un match qui pourrait sceller la qualification des Guipa pour la CAN 2025 et avec une telle dynamique, tout semble prêt pour voir les Béninois triompher une fois de plus. Steve Mounier et ses coéquipiers auront l'occasion de prouver que leur qualification n'a juste été qu'une question de temps, car la dernière participation de la sélection béninoise à la CAN remonte en 2019, soit 2 éditions manquées consécutivement. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications font savoir que 25 jeunes ont été arrêtés au quartier à Itchédi dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi par la police républicaine. Cette intervention est orchestrée suite à des renseignements minutieusement collectés qui ont conduit les forces de l'ordre à intervenir dans une maison qui servait de base à un réseau de présumés cybercriminels. Et selon le potentiel, cette opération a abouti à l'arrestation de 25 individus et ces derniers seront présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour la suite des enquêtes. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi.
C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout. Avant de prendre congé de vous, le rappel de l'essentiel en titre. La canne blanche, symbole de cécité de la malvoyance, est célébrée ce 15 octobre. À l'instar de chaque année, la journée vise à sensibiliser le public aux lois relatives à la sécurité routière concernant l'utilisation de cet outil. On s'est intéressé dans ce journal à son importance et son usage. Pendant ce temps, ça grogne dans le rang des abonnés des réseaux GSM au Bénin. Le processus d'enregistrement des SIM lancé par les opérateurs fait craindre des risques de sécurité. Une pièce d'identité est utilisée pour enregistrer plusieurs SIM à l'instar du propriétaire de la pièce. Selon nos informations, on en a parlé dans cette édition. Et puis un accident de la route vient de se produire en face de la direction départementale de la police républicaine du Borgou. Une voiture et une moto entrées en collision ont causé d'énormes dégâts, mais pas de perte en vie humaine. Le récit des faits vous a été servi dans ce 19. Vous avez suivi bien d'autres informations. L'information sportive avec notamment la rencontre qui a opposé le Bénin au Rwanda 2-1 en faveur du Rwanda. Vous avez suivi la page Afrique et il y a quelques secondes la revue de presse nationale. Geoffroy Toli était aux manipulations techniques. L'édition est assurée par Akila Stako à la présentation. Je suis Ulrich Abalo. On se retrouve demain. Même fréquence, même heure et surtout, même plaisir. C'était la Générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.